Plus fort? Encore plus fort? Bonjour, je suis Margot Leroyer, psychologue clinicienne. J'exerce du coup en cabinet libéral, privé, mais également au sein des services de santé universitaires qui sont à l'intérieur des universités de Paris, donc centres de santé accessibles aux étudiants gratuitement. Je pense que la notion d'émotion normale à ressentir, ça viendrait définir qu'il y a des émotions forcément à ressentir. Ça va toujours être très particulier et c'est surtout qu'il n'y a pas d'émotion normale à ressentir. Par contre, toute émotion et tout ressenti qui est vécu par la personne suite à une dynamique d'agression, qui est justement du coup un trauma, ce sont des réactions qui sont en tout cas importantes à prendre en compte et qui vont souvent s'apparenter à de la culpabilité, de la peur, de la remise en question. Souvent aussi les personnes minimisent, amènent de la négation sur l'acte qui s'est passé et la situation, puisque dans un trauma, c'est une situation qui est un choc menaçant, agressif pour soit la vie de la personne, soit son intégrité. Donc c'est pas forcément que ce sera normal à ressentir, c'est que par contre tout ce qui est vécu n'est pas anormal. Dans une relation intime, ou en tout cas dans la relation entre deux personnes, le consentement, il advient qu'il va y avoir une personne et une autre qui vont s'accorder à devoir réaliser un projet ensemble. Mais quand il y a la question le questionnement de consentement intrinsèque, c'est-à-dire individuel au duo de personnes qui s'inscrit, c'est de se dire il y a une personne qui doit connaître quels sont ses désirs et quelles sont ses envies, et une autre personne qui doit comprendre et essayer d'identifier aussi les envies et les désirs de l'autre. Et c'est cet échange-là qui fait que le consentement, finalement, il est en tout cas dans une complétude maximale. Alors, toute la difficulté aussi que je rencontre dans les notions de consentement avec mes patients, c'est justement la grande difficulté d'expliciter par le verbal le consentement. Aujourd'hui, il y a une valorisation de l'exposition de la parole avec « on peut dire non », mais dire non, c'est difficile. Et donc, c'est mettre en place aussi différentes stratégies pour chacun de comprendre qu'on n'est pas obligé d'exprimer verbalement le non, mais qu'on peut aussi physiquement sortir d'une situation, partir, évoquer un malaise, qui n'est pas forcément expliciter la négation, parce que c'est dur, elle n'enclenche pas juste le refus d'une situation, elle enclenche aussi la possibilité de réaction de l'autre, et c'est souvent finalement l'appréhension de la réaction d'autrui qui amène à ce que ce soit difficile d'expliciter non. Alors, le blackout, c'est l'oubli. L'oubli, c'est une amnésie. L'amnésie, elle est souvent observée suite à justement un trauma, un événement traumatique. Le cerveau développe une défense automatique qui est de protéger le psychisme parce que émotionnellement, on est submergé. Il y a tellement de choses violentes qui se passent à l'intérieur du cerveau, en pensée automatique, en réflexion, en ruminement, que le cerveau, dans cette violence, préfère protéger l'intégrité de la personne. La vie a été menacée et donc du coup, le cerveau bloque. On crée donc un oubli, une amnésie traumatique ou une amnésie aussi qu'on appelle dissociative, qui permet de mettre à l'écart les émotions qui ont été trop fortes, les événements qui ont été vécus, qui ont été trop violents, et donc de protéger la personne parce que le vécu émotionnel sera trop difficile pour la personne, donc le cerveau protège. Suite à une agression, aujourd'hui, on ose en parler, on met en place des dispositifs, il y a des numéros, vous pouvez vous présenter aux urgences de l'hôpital, dans des centres spécialisés aussi d'accueil suite à une agression, vous pouvez aussi appeler la police, mais également vous présenter chez n'importe quel professionnel de santé, médecin, psychologue, en premier lieu si vous vous sentez plus apte à ce que ce ne soit pas une dynamique médicale. Il y a aussi les infirmières qui peuvent vous recevoir. En tout cas, il est dans un premier temps de ne pas s'enfermer et d'en parler. Dans une dynamique de sécurité, avec des personnes de confiance, ce qui vous permettra de vous sentir au mieux, en tout cas encadré, et surtout ne pas s'imaginer que vous êtes seul à devoir combattre ça. Le vécu d'une agression,
effectivement, il enclave dans un statut qui est le statut de victime. Mais le statut de victime, il n'est pas un statut identitaire, il ne définit pas votre identité. Il y a aussi le statut de l'agresseur qui est très important à remettre en place, puisque généralement les victimes d'agression viennent minimiser, voire ne plus accorder de grande importance à la place de l'agresseur, mais beaucoup plus dans une propre responsabilité de ce qui leur est arrivé. Donc c'est de venir dégager justement cette culpabilité et de venir sortir de la notion identitaire en disant que c'est quelque chose qui s'est passé, de venir travailler sur un événement plutôt que sur quelque chose qui viendrait définir la victime. En tant qu'étudiant, il y a plusieurs lieux d'accueil, mais aussi des dispositifs qui sont mis en place d'écoute. Et c'est cette première notion qui est importante, c'est quand vous venez et quand vous êtes accueilli par des professionnels de santé, notamment des psychologues, c'est une écoute qui est mise en place dans un premier temps. Et quand vous passerez notre porte, c'est vous qu'on recevra, une personne unique, singulière, avec ses propres expériences, sa propre vie. Et donc, chaque prise en charge est unique. Par exemple, vous avez les BAPU, les bureaux universitaires qui sont mis en place pour les étudiants qui se retrouvent dans des secteurs à Paris, mais aussi dans d'autres régions. Vous avez également les CMP, les centres médico-psychologiques, moins reliés à l'étudiant, mais dispositifs gratuits mis en place sectorisés. Vous avez également les centres de santé universitaires que vous retrouvez au sein des facultés, notamment de la faculté de l'Université de Paris. Dans chaque université, vous retrouverez des bureaux psychologiques avec des psychologues qui vous accueillent gratuitement au sein du centre. Vous avez également plusieurs lignes téléphoniques et des numéros gratuits, notamment par Fil Santé Jeune ou Nightline, que moi je transmets également à mes étudiants. Un système téléphonique qui vous permet de faire un premier pas dans la parole et la libération de cette parole. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre Nightline sur tous les réseaux et notamment de venir dans les centres si vous en ressentez le besoin et bien évidemment de consulter, vous serez toujours accueillis. À très bientôt!